Le titre de l'ouvrage dont on va parler maintenant avec son auteur annonce les couleurs. J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr. Frédéric Bérard, dans un ouvrage très largement documenté, revient sur une histoire qu'on a tous suivie au fil des années, puisque cet enfant soldat, d'abord blessé en Afghanistan par les troupes américaines, est ensuite transféré après un passage à Bagram par les troupes américaines à Guantanamo, la prison extraterritoriale, où il a passé 10 ans avant de finalement pouvoir revenir au Canada dans les circonstances qu'explique abondamment notre invité, Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour. Vous dites, ce travail-là, en fait, il est absolument nécessaire, pour pas oublier, et pour voir aussi que les responsabilités sur le traitement qu'on a fait à cet enfant soldat, il faut rappeler que c'est un enfant, à l'époque, il n'est pas majeur, sont partagées. Et qu'on aura beau mettre tout ça sur le dos des Américains, qui sont très largement responsables, mais les Canadiens ont eu un rôle à jouer aussi là-dedans. Ah oui, absolument. En fait, les Américains font leur truc. Moi, j'ai pas de droit de vote aux États-Unis. Vos auditeurs non plus, sauf très rare exception. Par contre, nous avons le droit de vote ici. Et toute l'histoire d'Omar Khadr est connue, ou devrait être connue, non pas du fait de la responsabilité des Américains, mais bien du fait de la responsabilité du gouvernement canadien, particulièrement celui de Stephen Harper. En allant à Guantanamo, j'ai compris que cette prison-là ne souhaitait même pas de toute manière condamner les gens, même à travers la justice la plus loufoque. L'idée de Guantanamo, c'est de détenir les gens, les torturer, tenter d'obtenir de la preuve. Fin de la question. Or, dans ce cas-ci, ce qui est arrivé très clairement, c'est que Guantanamo pensait, en fait, les Américains, Washington croyaient que une fois qu'on aura torturé cet enfant de 15 ans à l'époque, il nous aurait raconté nécessairement ce qu'on voulait entendre. On le retournerait par la suite au Canada, parce que le Canada, bien évidemment, terre des droits et libertés, lèverait le drapeau en disant « Ramenez-nous notre enfant soldat, ça presse ». Or, la réalité, c'est que Stephen Harper a bloqué ce même rapatriement et donc est arrivé ce qu'on sait par la suite. Et pour ce qui est des Américains, on ne va pas épiloguer longtemps là-dessus, mais effectivement, cette prison extraterritoriale où les tribunaux militaires ont pu faire un certain travail. Je rappelle qu'il n'y a eu que 2 condamnations, et dans des circonstances assez bizarres d'ailleurs. Pour le reste, il reste encore pas loin d'une trentaine de prisonniers dont personne ne veut sur la planète, ou en tout cas où on n'a pas d'entente de retour vers leur pays d'origine. Et dans le cas d'Omar Khadr, des aveux obtenus après des années sous la torture. Et là-dessus, l'administration Bush et le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, en sont les grands responsables, parce qu'on avait créé toutes les conditions pour faire ce qu'on voulait sans que jamais personne puisse être inquiété. Bien sûr. D'ailleurs, l'idée de Guantanamo, c'était justement ça, d'agir de manière extraterritoriale pour éviter l'application de la Constitution américaine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je suis content que vous parliez de Rumsfeld, parce que un de ses comment on dit, députés, un de ses sous-ministres, ou l'équivalent, si on veut dire, un dénommé Gonzalez, avait écrit ce qu'on appelait les mémos de la torture, qui expliquait essentiellement ceci. Tant et aussi longtemps que les geôliers ne donnent pas la mort aux détenus, il ne s'agit pas de torture au sens du droit international. Donc, imaginez comme c'est pratique, particulièrement si vous êtes psychopathe. Oui. Et oui, puis il y en avait un certain nombre dans le personnel militaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, si on revient à ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui s'est pas passé avec le Canada, parce que, bon, il y a une part qui est peut-être compréhensible au départ. La représentation par avocat de Khadr, c'est impossible. En fait, on lui désigne des avocats militaires américains, et desquels il va essayer de se séparer plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas confiance, on peut imaginer pourquoi. Et puis, donc, il y a, et les rapports des Canadiens, lorsqu'il y en a eu avec Khadr, c'est plus pour pousser dans le sens où poussent déjà les Américains. Autrement dit, ce serait donc une bonne idée, Omar, que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre. Bien entendu. En fait, où la responsabilité du Canada a été enclenchée ici, c'est lorsque les 2 agents du SCRS, Service canadien des renseignements secrets, se sont déplacés à Guantanamo pour torturer Khadr sous torture. Soyons très clairs, celui-ci avait été préparé, entre guillemets, à ses interrogatoires 3 semaines auparavant, c'est-à-dire on lui avait appliqué la technique de la privation du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous dormez un petit 20 minutes ici et là, on vous bardasse, on vous change de cellule. Bref, vous ne dormez pas pendant 3 semaines, essentiellement. Et quand Omar a vu ces 2 agents canadiens débarquer, voilà mes sauveurs, enfin, le Canada vient me chercher, il pleurait de joie, pour comprendre assez rapidement, parce que c'est quelqu'un qui a un quotient intellectuel assez élevé, merci, qu'il s'agissait en fait essentiellement d'une arnaque, et que ces 2 agents-là étaient là en fait pour lui soutirer des aveux
qu'ils n'ont pas obtenu, ou à peu près. Et c'est de ce fait-là que la responsabilité donc d'Ottawa est entrée en ligne de compte, et de ce fait-là que la Charte canadienne a pu s'appliquer aussi, autrement ça n'aurait pas été le cas. La Charte a pu s'appliquer, mais avec beaucoup de bémols. Le rôle de la Cour suprême du Canada est intéressant là-dedans, où vous y consacrez de très nombreuses pages, parce que la réflexion a été portée jusque-là, et les juges reprochent au gouvernement canadien de ne pas respecter les droits de la personne dans le cas d'Omar Khadr, de ne pas respecter la charte, mais dans un langage qui est tellement mielleux, disons-le comme ça, que le gouvernement Harper, en tout cas, lui, ça ne le dérange pas du tout. En fait, il est arrivé quelque chose de grave. Et là, je vais le dire en tout respect, parce que je dois du respect aux tribunaux. Je suis membre du barreau, puis j'aimerais ça le demeurer. Mais cette décision-là de la Cour suprême, elle est choquante à plusieurs niveaux. Premièrement, essentiellement pour ce que vous venez de dire. La Cour dit, Ottawa, tu as violé le droit à la liberté, à la sécurité, potentiellement même le droit à la vie de Khadr, parce qu'on ne sait toujours pas s'il ne va pas mourir, là-bas rendu là. On est en 2010. Mais bon, compte tenu de la séparation des pouvoirs, déjà là, ça c'est un peu curieux comme concept, dans ce cas-ci, ce n'est pas moi qui va ordonner la sanction applicable. Je te laisse, Ottawa, déterminer plutôt quel sera le remède, pour employer un anglicisme, approprié. Et là, évidemment, tout le monde savait que le rapatriement était la seule réparation plausible. Donc, en déterminant ce qu'elle a déterminé, la Cour suprême, et en laissant donc à Ottawa le soin de choisir sa sanction, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ottawa n'a absolument rien fait. Il s'est moqué de la Cour. Et vous dites la seule réparation possible. Moi, je dirais la seule réparation préliminaire, parce que une fois qu'on n'a pas réussi aux États-Unis, malgré, je dis aux États-Unis, à Guantanamo, malgré les méthodes extraordinaires, à lui trouver une vraie culpabilité qui ne soit pas obtenue sous la torture, cet homme-là aurait droit théoriquement à toutes les réparations du monde, pas juste son rapatriement, là. Ah non, mais bien sûr, mais vous avez tout à fait raison de le dire. Le rapatriement était la réparation préliminaire dans l'optique où, évidemment, quand on viole vos droits et que c'est reconnu par les tribunaux, dans ce cas-ci, la Cour suprême du Canada, par définition, vous avez droit à une réparation supplémentaire, qui est celle des dommages et intérêts, qu'il a fini par obtenir après plusieurs années, on le sait bien. Mais tout ça pour dire que si la Cour suprême avait, passez-moi l'expression, mis ses culottes à l'époque, elle aurait tout simplement ordonné le rapatriement et l'histoire d'Omar Khadr se serait terminée essentiellement à peu près à ce moment-là. Qu'est-ce que ça dit aussi? Qu'est-ce qu'on doit retenir, Frédéric Bérard, de nos rapports, nous comme Canadiens, de notre État par gouvernement interposé, par rapport à notre voisin américain? On a des liens communs qui sont commerciaux, qui sont culturels, qui sont historiques. On a tout ça, militaire, NORAD, l'OTAN, oui. Mais dans un cas comme celui-là, on a un citoyen canadien. Je rappelle qu'Omar Khadr, bien qu'il ait été embrigadé par son père et formé pour devenir un combattant du djihad en Afghanistan, c'est un citoyen canadien et un mineur en l'occurrence. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir de notre État, de notre position par rapport à notre voisin qui est parfois si encombrant? Bien, vous voyez, la révélation principale du livre, c'est que c'est un peu à l'inverse. Pendant longtemps, on pensait que les États-Unis voulaient accuser Khadr, le condamner, le salopard, on va le conserver à Guantanamo. Mais c'est pas vrai. C'est l'inverse qui s'est produit. Les États-Unis voulaient faire en sorte que Khadr retourne au Canada. Et vous avez là-dedans une des citations de Dennis Sidney qui m'a raconté, l'avocat de Khadr, qui m'a raconté ceci. Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État pour Obama, lui a dit textuellement ce que je vais vous dire là, c'est-à-dire, Maître Edney, on veut bien le retourner au Canada, votre client. Mais si votre premier ministre Harper ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et cette citation-là, qui a été mentionnée dans le Globe and Mail quand le livre est sorti le 1er mars, n'a jamais été démentie par Stephen Harper. Au contraire, il s'en est pratiquement vanté. Donc, en d'autres termes, si on pense que les États-Unis voulaient conserver Khadr, d'une part, c'est une erreur. D'autre part, si on pense que Harper était là en attendant sagement de crainte de froisser les intérêts américains, mais c'est tout à fait absurde. Et n'oubliez pas qu'à ce moment précis, Obama avait promis la fermeture de Guantanamo. Il y avait une tonne de ressortissants qui étaient retournés dans leurs pays respectifs. Un des seuls qui demeurait vers la fin, c'était justement Omar Khadr. Oui, puis le projet d'Obama est mort au feuilleton parce qu'on s'y est opposé au Congrès et que pour lui, il y avait des élections. Il faut absolument qu'un jour, on obéisse. En fait, si ça avait été possible de le faire passer par les territoires américains, il aurait pu être déposé au chemin Roxham. Ça aurait été facile de revenir au Canada comme ça. Vous ne trouvez pas que ça gueule assez fort déjà sur Roxham? Imaginez si un terroriste allégué... Oui. Est-ce que, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est passé dans la discrétion. Il vit toujours au Canada. La discrétion la plus
totale, j'allais dire presque exemplaire, parce que d'autres en auraient profité pour prendre le crachoir, comme on dit, puis déverser tout ce qu'ils pensent probablement de l'administration canadienne. Il y a une leçon là-dedans aussi, au sujet de l'homme lui-même. J'ai jamais rencontré Omar Khadr. Je voulais conserver une distance face au sujet du bouquin. Le sujet, en fait, c'est pas tant Khadr que l'histoire d'une violation épouvantable de l'État de droit. Mais ce que je sais maintenant de lui, pour avoir lu les affidavits sur la torture, pour avoir vu des témoignages d'autres détenus qui disaient que Khadr était le souffre-douleur de Guantanamo, même s'il était nécessairement mineur. Ce gars-là a une résilience, M. Desautels, qui est assez anormale. On est dans le cadre de l'exception ici, parce que pour avoir vécu toutes ces tortures à cet âge, sans famille, sans amis, que ce gars-là soit fonctionnel socialement parlant, ça m'échappe. En tout cas, ce serait absolument passionnant et probablement essentiel qu'un jour, il accepte de parler de son expérience, comme il l'a vécu, lui, à travers cette trop longue période d'une histoire vraiment trouble, c'est moins qu'on puisse dire. Tout ça se retrouve, et bien d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder avec notre invité, Frédéric Bérard, dans « J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr » que publie Saint-Jean, éditeur.